Alors, bonjour à tous. On va voir aujourd'hui finalement en quoi les sites ont tout intérêt à miser sur le CRO plutôt que sur des grandes refontes. Peut-être avant de commencer, on va se mettre dans une situation. On investit 190 millions d'euros dans une refonte totale pour un site internet e-commerce qui fonctionne déjà plutôt bien. On a un beau design, on a une belle approche, ça reprend des nouveaux éléments de marque, etc. Et finalement, on se retrouve avec plus de 8% de pertes, je crois que c'était 8,1% de baisse des ventes en ligne, rien que sur les premiers mois suite à la mise en place de cette nouvelle refonte, de cette nouvelle version du site. Bah, c'est ce qui est arrivé chez Marks et Spencer en 2014. Ça fait déjà un bon moment. Comme quoi, ce sujet date clairement pas d'hier. Alors finalement, investir 190 millions d'euros avec des millions perdus, c'est finalement quelque chose, on se dit, waouh, c'est énorme. Après, le montant est énorme, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout isolé. Ça se retrouve dans beaucoup de sites. Pas forcément à ces proportions-là, mais la refonte est finalement quelque chose qui peut faire peur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Laure Delafaille. J'ai créé Dean Advise depuis 2 ans. C'est un cabinet de conseil spécialisé en conversion et en optimisation. J'ai commencé ma carrière dans le conseil chez Deloitte, EY, puis j'ai été 10 ans directrice e-commerce et marketing pour différentes structures, par exemple Bexley, Interflora, Groupe 7. J'ai monté Dean Advice vraiment dans un but de pouvoir aider tous les e-commerçants, de pouvoir se mettre à la place et les accompagner pour améliorer la conversion, améliorer les sites. Et donc, on a une différentes offres de services. On va avoir des offres de services vraiment orientées CRO, donc audit CRO. On va avoir des offres sur les audits UX, amélioration UX des pages. Par exemple, pendant une refonte, on peut analyser d'un point de vue UX et RO vos différentes pages maquettes, ce qui va permettre de pouvoir corriger les choses avant que ce soit en développement. On va travailler sur tout ce qui va être stratégie de conversion, tout ce qui va être une gouvernance CRO. Ça, c'est très important. C'est comment finalement, au sein de votre entreprise, vous allez réussir à intégrer la mécanique, la dynamique qu'il y a à avoir pour le CRO. On a tout un pan sur le GEO. Donc là, c'est effectivement un effet, pas que de mode, parce que finalement, c'est quelque chose qui, voilà, qui arrive forcément et qui est très intimement lié aux optimisations qu'on va pouvoir faire sur le site en lui-même. Le GEO va apporter du trafic ultra qualifié, 23 fois plus en termes de taux de conversion des personnes qui viennent de ChatGPT que du SEO classique. Et ensuite, on va avoir toutes les activités de ces CRO plutôt en run, comme on pourrait dire, donc avec des A/B testing, des landing pages, retravailler le copywriting, etc. Maintenant, on part d'un postulat simple finalement. Votre site web, c'est le levier de business clé pour votre entreprise. Que ce soit une entreprise en B2B où l'objectif va avoir d'être visible et d'avoir des leads, ou une entreprise e-commerce où évidemment, là, l'objectif, il va être clairement d'avoir des ventes. On cherche tous à améliorer nos sites Internet. Ça, c'est vraiment une constante. Mais finalement, quand on essaye d'optimiser, on se dit: «OK, qu'est-ce qu'on va faire? Par quoi on commence? Quels sont les éléments à faire? Est-ce qu'on va partir vers une refonte? Est-ce qu'on va partir vers, d'autres activités? Mais lesquelles?» Et là, ça peut vraiment devenir un casse-tête de savoir comment gérer les choses, par où commencer, quoi faire, est-ce que je vais me tromper? Et cetera, et cetera. Sur internet, on trouve de tout. C'est génial, c'est la force d'internet. Mais on trouve aussi des, mauvaises, finalement, idées et si on met pas ça de manière coordonnée, ça peut être assez difficile. On va faire un premier diagnostic qui va nous permettre de savoir pourquoi la refonte totale d'un site est finalement quelque chose qui peut s'avérer relativement risqué. Il y a des mythes globales, mais c'est vrai, finalement, la partie on va dire, c'est pas tant la partie, c'est plus, en général, quand on veut faire une refonte, on est plus tenté par
l'usure interne de la boîte de voir toujours notre même site. À un moment donné, quand on le gère, on est tous les jours dessus, ça peut être un peu rébarbatif et on va se dire, ah non, mais là, il faut vraiment qu'on change. On l'a pas changé depuis X temps. Faut vraiment revoir toutes ces choses. Et cette partie, la différence entre le nouveau et le mieux, elle peut vite entraîner sur des mauvaises décisions, si on peut dire ça comme ça. Il faut vraiment faire attention au fait de se dire que, OK, nous, en tant que e-commerçants, on voit notre site tous les jours. Mais finalement, vos clients à vous, ils vont venir sur votre site une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an, une fois tous les 5 ans. Si vous vendez des matelas, on n'en achète pas tous les ans. Et donc, c'est important de se mettre dans la peau du client par rapport à ça. Quand on fait une refonte totale, il y a vraiment 3 risques majeurs qui sont toujours présents quand on fait une refonte. Le premier risque, c'est le choc de l'expérience utilisateur pour les visiteurs. Ça veut dire par rapport à vos habitués. Si vous êtes sur une marque de retail, de vêtements, etc., les personnes vont venir une fois, 2 fois, 4 fois par an, ils ont leurs petites habitudes. Il va y avoir toute la partie SEO, le chamboulement, le séisme total qu'on va pouvoir avoir. Et on va avoir ce qu'on appelle la perte de l'intelligence comportementale. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle, ce, ce terme? C'est tout simplement, quand vous faites une refonte, vous changez tout en général. Mais sauf que vous n'allez pas savoir quels sont les éléments que vous avez changés qui vont avoir un impact sur l'amélioration ou la diminution du taux de conversion. Est-ce que c'est le panier? Est-ce que c'est la page produit? Est-ce que c'est tel élément? Etc., etc. Et donc ça, on est dans un brouillard et c'est un peu difficile de savoir ce qui a fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. On va voir plusieurs cas réels et plusieurs cas d'école, on va dire, par rapport à des refontes. Le premier, donc c'est Diggs, c'est pas tout jeune, ça date des années 2000. Dans les années 2000, ils étaient vraiment considérés comme les leaders de l'agrégation de contenu social, donc avec les partages, les shares, etc. Chacun pouvait commenter. Et finalement, ils ont fait une version 4 qui a été lancée en 2010. Et cette version 4 n'a pas du tout plu aux utilisateurs. Il y a eu un tollé, il y a eu des réclamations de revenir à la version précédente, etc. Donc, ça a été vraiment une grosse révolte, finalement. Et les clients en ont eu marre et sont partis directement chez le concurrent direct qui est Reddit. Et aujourd'hui, vous connaissez le positionnement de Reddit au niveau mondial, on est vraiment sur quelque chose d'assez fort. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le trafic de Reddit a augmenté de 230%. Et en 2012, Diggs avait perdu 90% de ses utilisateurs et ça a fini par être vendu vraiment pour une bouchée de pain. C'est important de conserver les habitudes de vos utilisateurs, de votre communauté, et il faut quand même y aller progressivement de temps en temps. Un autre cas plus français, ce coup-ci, la SNCF. Vous n'êtes pas passé à côté, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas passé à côté du changement du site de Oui SNCF en SNCF Connect. Ce changement, ça a été vraiment un bouleversement de l'interface qui a vraiment été quasiment du jour au lendemain, si on peut le dire. Et il y a eu beaucoup de remous. Beaucoup de remous dans les utilisateurs, dans la presse. Là, on a une capture d'écran du point qui montrait les éléments. C'est vrai que les habitués ne s'y sont pas forcément retrouvés et cela a favorisé l'émergence et les parts de marché de Trainline ou d'autres concurrents par rapport à ça. Un dernier petit cas qui n'est pas exactement la même chose. Snapchat, en 2017, n'a pas fait une refonte majeure. Ils ont juste fait des refontes plutôt mineures, mais de fonctionnalité, on va dire, de fonctionnement. Et là, c'est pour vous montrer l'impact d'une mauvaise review. Alors, pas de n'importe qui, c'est de Kim Kardashian voilà, qui reste quand même une personnalité très suivie et très vue, notamment aux États-Unis, évidemment. Mais rien qu'avec un message de cette personne, ça a fait chuter de 1,3 milliard de dollars la valeur de Snapchat. Donc, on est vraiment sur des bouleversements qui peuvent avoir un impact très, très fort pour les entreprises. Finalement,
La refonte, quand est-ce qu'il est vraiment nécessaire ou en tout cas il est justifié d'aller dans ce sens d'une refonte? Bah, tout d'abord, lorsque votre site il devient obsolète d'un point de vue technique. Donc ça veut dire, s'il n'est pas très bien responsive, à l'heure du mobile, on peut plus se permettre d'avoir un site non responsive, ne serait-ce que sur le SEO, le GEO, ce sont des éléments qui sont vraiment pris en compte. La technologie, qui va être incompatible avec, des nouvelles apps, des nouveaux, modules, heu, des nouveaux outils qui vont arriver. Si votre écosystème ne fonctionne plus ensemble, ça devient vraiment compliqué. Un deuxième point qui paraît assez évident, c'est les problèmes de sécurité majeurs. Là, s'il y a une grosse faille critique, et qui nécessite vraiment dans le noyau une refonte, peut-être du back, pas forcément du front, mais en tout cas une refonte majeure, là, c'est justifié. Ça peut être tout simplement un rebranding de marque, assez poussé. L'identité de la marque et donc là, naturellement, il va y avoir une refonte, parce que ça va s'impliquer sur toutes les pages du site. Et tout simplement quand, la plateforme est tellement limitante que, bah, ça devient difficile de faire des modifications et que le coût de chaque modification devient vraiment de plus en plus lourde et complexifie l'ensemble. C'est souvent le cas quand le site a été développé en interne et pas forcément sur un CMS du marché. Dans tous les cas, une refonte, pour que ça fonctionne bien, il faut toujours faire les tests et les analyses avant, les analyses comportementales de vos clients pour comprendre ce qui fonctionne et finalement, qu'est-ce qui fonctionne moins sur votre propre site. Ça va être important avant de changer pour chaque nouvelle version. Je peux vous donner 2 petits conseils, vraiment simples. Si vous devez aller dans une, refonte, laisser le choix de revenir en arrière, au moins temporairement. C'est-à-dire essayer d'avoir, dans la mesure du possible, c'est pas toujours le cas, mais une option qui va vous permettre de, voir la nouvelle interface. Peut-être d'abord d'être sur l'ancienne interface et d'envoyer vers la nouvelle et puis ensuite de passer à la nouvelle, puis, laisser la possibilité de revenir à la précédente sur un temps donné. Ça va préparer l'utilisateur. Et la préparation au changement va passer par la communication aussi. Quand vous faites une refonte, c'est en plus l'occasion d'aller, discuter et montrer votre activité à vos clients, à vos prospects. Donc ça, c'est quelque chose, faut pas rater le coche et il faut vraiment communiquer, même faire un happening, on peut faire vraiment plein de choses quand il y a une refonte de site. Et ensuite, on va avoir la solution. Puisque la refonte ne va pas être la solution à tous les problèmes, on va se poser d'autres questions. Et finalement, 80 des sites, c'est pas un vrai problème de trafic en soi, mais c'est un problème de conversion. On a cette analogie du seau, percé, où finalement, votre site, si c'est un seau percé et que chaque goutte, chaque visiteur, bah, va partir du site à des moments donnés, vous avez beau rajouter de l'eau, votre seau, il sera jamais plein. L'objectif du CRO, il va être vraiment là. Ça va être d'aller colmater chaque trou, un par un, pour avoir au final un seau bien étanche, conserver vos visiteurs et les transformer en clients. C'est ça l'objectif du CRO. Le CRO, on va en parler plus en détail, mais effectivement, c'est pour Conversion Rate Optimization. Et donc, c'est tout simplement toutes les méthodes, les techniques pour optimiser un site. Ça permet de transformer les visiteurs soit en clients, soit en leads, en prospects, etc. En tout cas, que le visiteur fasse l'action que vous attendez sur le site. Ce qu'on peut avoir en tête, généralement, on imagine, OK, il faut, bouger le CTA, modifier le wording. D'accord, on va faire une landing page, quelque chose, d'assez sexy. OK, on va faire 1 ou 2 AB tests. Ça fait partie du CRO, mais c'est loin d'être que ça. C'est vraiment toute une démarche, c'est une méthodologie, c'est itératif. On va analyser les comportements, on va essayer de comprendre ce qu'ils font, on va aller travailler sur tout le cycle, le tunnel de conversion, on va mettre des hypothèses. Est-ce que les clients, ils préfèrent ça ou ça? On va aller, regarder les données, évidemment faire des AB tests. On va prendre des décisions basées sur les résultats de ces tests et on va faire des améliorations en continu comme ça. C'est vraiment ça le CA. L'objectif, il est d'avoir un impact financier très rapide et assez direct.
quand on travaille pour du CRO, on va augmenter à la fois le taux de conversion, mais on va également augmenter le panier moyen. Ces deux-là, combinés, vont directement booster votre marge, finalement. Parce qu'un taux de conversion qui fait x2 si vous divisez votre prix par deux n'a aucun intérêt. Il faut vraiment regarder ces deux KPI qui sont essentiels. Et finalement, à trafic égal, vous allez augmenter votre rentabilité, augmenter vos ventes. Si vous avez besoin de calculer, rien de plus simple. Vous allez sur un simulateur, il y en a plusieurs en ligne, il y en a un sur notre site, vous voyez le lien en dessous, qui vous permet de remplir avec vos propres données votre trafic, votre taux de conversion et votre panier moyen, et de pouvoir estimer et visualiser réellement combien le CRO va vous apporter. Vous pouvez jouer sur le taux de conversion cible, jouer sur le panier moyen cible, et ça vous permet de vous faire une idée du potentiel que va receler votre site. Les avantages sont nombreux. Faire du CRO, vous avez des coûts maîtrisés parce que finalement, vous n'êtes pas sur un énorme budget, vous allez être vraiment sur des budgets maîtrisés par action. Certaines actions ne coûtent rien en termes financiers, si on peut dire. Il y a du temps homme, sûrement de l'énergie à passer, mais vous allez pouvoir rester maître de vos coûts. Vous allez avoir des décisions qui sont vraiment basées sur de la donnée comportementale, la donnée analytics. Vous allez avoir ces éléments. Vous allez pouvoir mettre en place des quick wins, donc d'avoir des résultats rapides. Vous allez pouvoir mesurer les impacts pour chaque action, vous allez voir le ROI. Et vous allez pouvoir finir avec finalement des fondations qui vont vous permettre, si in fine vous avez besoin d'une refonte quelque part, d'aller dans les bonnes directions par rapport à cette refonte-là. Maintenant, quand on regarde l'évolution par rapport à des révolutions de refonte, on a deux exemples. Booking.com, ils font environ plus de 1000 tests simultanément tout le temps, en permanence. Donc, finalement, ils ne laissent jamais une modification au hasard. Tout est testé. Il y a des A/B tests qui vont nous permettre de savoir, OK, cette amélioration, elle a un impact ou positif ou négatif ou pas d'impact. Et ça permet finalement d'avoir des gains mesurés, vérifiés à chaque fois, de ne pas se tromper. Après, ça a un certain coût et en termes d'organisation, il faut être structuré pour le faire. Et le modèle Amazon, pareil, qui ne font pas de refonte radicale, mais qui vont aller vraiment ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Ils vont tester, ils vont passer, ils vont mettre sur un certain segment d'utilisateurs, etc., etc. Et donc, ils vont récupérer finalement les informations des utilisateurs qui ont pu tester les nouvelles fonctionnalités pour pouvoir le déployer, la modifier et l'étendre. Ce sont deux approches assez différentes, mais dans ces deux cas, finalement, on va retrouver tout cet aspect test, apprentissage, connaissance de ce que font les utilisateurs chez eux. On a toujours la loi des 80-20, les Pareto. 80% des frictions de conversion, elles sont sur 20% des pages du parcours utilisateur. C'est donc essentiel de prioriser quand on est en démarche de CRO. Si vous avez peu de temps, peu de moyens, priorisez-vous sur les 20% des pages prioritaires. On va retrouver la page produit, la PDP. C'est ici que l'utilisateur va vraiment prendre sa décision d'acheter ou pas votre produit. Ensuite, on va avoir le panier et le checkout, donc vraiment la page panier, puis tout le checkout jusqu'à la commande. Et c'est là où l'utilisateur, finalement, OK, il avait décidé d'acheter, mais maintenant il va passer à la caisse et il va vraiment sortir sa CB ou son autre moyen de paiement pour pouvoir vous donner cet argent-là avant de recevoir l'objet, le service, le produit. Ça, c'est une zone qui est essentielle, extrêmement importante. Et on va retrouver aussi la partie mobile, tout ce qui va être la navigation. L'utilisateur doit pouvoir se retrouver facilement et il doit pouvoir finalement parcourir votre site sans aucune friction. Ça, c'est important. On va rentrer au cœur de 12 astuces concrètes que je vais vous donner pour améliorer votre site avec des méthodes CRO. Le premier, c'est un quick win. Vous savez, on en entend beaucoup parler, mais le guest checkout reste vraiment un élément très important pour pouvoir augmenter le taux de conversion. Pourquoi? Beaucoup d'utilisateurs ne veulent pas créer ou ne veulent pas être obligés de créer un compte sur votre site.
Ça peut être parce qu'ils achètent pour un cadeau, parce que, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils veulent pas se souvenir de mots de passe, et cetera, et cetera. On sait que 34 des abandons de panier sont liés à cette création de compte. Alors, pourquoi se priver de 34 des personnes qui étaient arrivées jusqu'à cette étape de panier-là? Il y a 82 des utilisateurs qui ont abandonné leur panier parce que le process était trop compliqué. Donc là, dans ces 82, il y en a un tiers qui partent. Et 29 des utilisateurs, ils préfèrent utiliser leur compte de réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Google, pour pouvoir s'identifier. Ils n'ont pas de mot de passe à retenir, c'est plus simple pour eux. Un tiers quasiment. C'est important d'avoir ça en tête. Alors mettez en place ce mode d'action, ce mode privé finalement, proposez la création de compte, soit pendant le checkout, c'est possible et ça ne doit pas forcément être le premier choix, ça ne doit pas être imposé, soit le guest checkout peut être proposé après l'achat, sur la page de confirmation de commande. Vous voulez suivre votre commande, vous voulez avoir, etc., créer votre compte. Là, on évite ce moment de friction. Les quick wins sur la vitesse de chargement du site. 40 des visiteurs quittent un site s'il met plus de 3 secondes à charger. Sur mobile, c'est encore pire. Le premier élément à faire, et quand on est dans une démarche CRO, c'est la première chose que votre consultant CRO va faire, ça va être de regarder finalement la vitesse et tester la vitesse sur vos pages les plus critiques. Vérifier le poids des images, optimiser ces images, que ce soit par le format, par la taille, par la qualité, sans dégrader la qualité visuelle évidemment. Au niveau technique, il y a des choses à faire, au niveau du code, au niveau du CDN, etc., etc. On peut implémenter le lazy loading aussi, ça surtout pour les éléments qui ne sont pas primordiaux de premier abord. Les statistiques de Google sont formelles. Une seconde supplémentaire de temps de charge peut réduire de 20% les conversions sur mobile. C'est énorme. Les pages qui se chargent en moins d'une seconde, quant à elles, vont avoir un taux de conversion vraiment supérieur. Ensuite, on va avoir le travail sur les pages produits. On en a parlé tout à l'heure. La page produit est essentielle dans la décision d'achat. On va souvent la travailler pour le SEO, ce qui est bien. Mais finalement, le SEO a permis de faire venir les gens jusqu'ici. Mais une fois qu'ils sont ici, il faut les convaincre et il faut leur donner envie de pouvoir acheter, de découvrir, de comprendre les produits. Il faut optimiser la zone, la buy box, comme on dit. C'est vraiment la zone entre le titre et le prix. C'est la partie la plus importante de cette page. Là, vraiment, vraiment l'optimiser. Les variantes avec images. Positionnez vraiment les images si vous vendez des vêtements de couleur avec la couleur du vrai vêtement. Le CTA est très important, doit être au-dessus de la ligne de flottaison. Et ensuite, on peut la garder en sticky collé à l'écran. Les bénéfices, très important aussi, de bien mettre les bénéfices du produit en bullet point, 3 bénéfices, ça fonctionne très bien. On pourra détailler ensuite plus bas dans cette fameuse description. La description, on y viendra juste après d'ailleurs. Bien mettre les garanties, les avis clients, les badges, etc., tous les éléments de réassurance. En tout cas, votre page produit doit rassurer, expliquer, donner envie et faire convertir. Le titre, ça commence par là. Les titres de produits sont à optimiser. On voit trop souvent des titres qui sont soit trop courts, un nom qui d'ailleurs n'est pas forcément évocateur et donc n'exprime rien pour le client. Il faut rester dans une fourchette de 5 à 10 mots. Pas de titre trop à rallonge qui soit que pour le SEO. Il faut essayer de rester sur une thématique comme ça. Essayez d'apporter finalement des explications complémentaires sur votre produit via le titre. Encore une fois, c'est vraiment la première chose qui est lue. Après, on a le prix, les visuels et le titre qui vont être le triptyque à vraiment optimiser. Pour des questions de visibilité sur Google, c'est toujours intéressant d'avoir 65 caractères max, ce qui nous permet d'avoir le titre en entier sur Google. Ça, c'est toujours intéressant. Et généralement, ce qu'on appelle le sous-titre, le claim, ce genre de choses peuvent venir compléter justement ce titre-là. Attention, sur certains sites, on va voir le même sous-titre sous beaucoup de produits d'une même catégorie. C'est dommage. C'est vraiment un endroit qui est dédié à pouvoir donner la singularité de votre produit. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Les descriptions de produits. Ici, on a vraiment un critère important pour toutes les personnes,
ils ont vu les photos, ils ont vu le prix, ils ont vu le titre. Globalement, ils ont un peu compris les choses, mais ils veulent plus de détails, ils veulent en savoir plus. Est-ce que ce produit va vraiment répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs envies? Et là, c'est déterminant pour 38% des personnes qui vont vraiment aller dans ce détail-là. Donc, il faut garder un langage simple. Il faut essayer d'expliquer, d'aérer le contenu, hein, de mettre des schémas autant que possible ou des bullet points, donner un peu de résonance émotionnelle. Les gens ont besoin d'émotions pour acheter, sont dans l'acte d'achat, etc. Que ce soit un produit d'achat impulsif ou un produit très réfléchi. Tous les cas, il va falloir ajouter de l'émotion. Les images et vidéos de qualité. C'est très, très important. En magasin, les gens peuvent aller se rapprocher des produits, aller les toucher, les voir, les sentir, les palper. Sur Internet, beaucoup plus compliqué. Il faut arriver à rapprocher au maximum les produits de l'utilisateur. Et là, ça passe par les images, les vidéos, ça passe par les zooms. Le zoom, quelque chose d'essentiel, surtout dans tout ce qui va être textile, dans décoration, etc., etc. Il va falloir être le plus fidèle possible par rapport à vos produits finalement. Et n'hésitez pas à rajouter des vidéos de mise en situation, des visuels avec l'échelle pour se rendre compte de la taille de votre produit, les photos sous plusieurs angles. Là encore, c'est important. Et toujours, si vous avez des variantes, de personnaliser les visuels avec les variantes. Sur la partie checkout, on va retrouver tout ce qui est digital wallet, donc c'est-à-dire tous les paiements Apple Pay, Google Pay et autres. L'optimisation, quand on est dans cette partie-là, vraiment, elle est essentielle. On a globalement 70% de taux d'abandon de panier moyen. C'est énorme, c'est normal, mais c'est du coup ici qu'on va pouvoir récupérer le plus de monde et du coup de pouvoir les transformer au mieux. Et donc, il existe beaucoup, beaucoup d'études sur les moyens de paiement. D'ailleurs, chaque fournisseur de moyens de paiement propose ses propres études. Mais globalement, les chiffres qu'on peut en retourner, c'est que 2 tiers des Français utilisent le mobile sans contact de manière globale, pas que sur Internet, dans leurs achats quotidiens, on peut dire. Et 54% des utilisateurs utilisent ces wallets digitaux. Il ne faut pas passer à côté. Les utilisateurs, s'ils ne trouvent pas leur mode de paiement préféré, peuvent se détourner très clairement de votre site. Et n'hésitez pas à, du coup, prévenir le plus en amont possible que vous proposez ces modes de paiement-là, même depuis la homepage. On peut ajouter, alors pas tout en haut évidemment, mais on peut ajouter les moyens de paiement qui sont autorisés. Ça peut être des éléments sous le CTA, etc. Ensuite, quand on est encore dans le checkout, on va avoir tout ce qui est formulaire de renseignements sur la personne, etc. Attention, là aussi, c'est des éléments de friction. C'est une obligation finalement de renseigner l'adresse où on veut se faire expédier, le nom de la personne. Ce sont des choses évidentes et essentielles, mais on peut faciliter à chaque fois ces choses. Par exemple, on peut forcer, quand on est sur mobile, le clavier numérique à se mettre en format numérique lorsque on est sur une composition de numéro de téléphone. Idem, pour les emails, on peut arriver sur le pavé numérique avec directement le arrobas, le .com, .fr, etc. L'utilisateur va être facilité par rapport à ça. Donner un feedback en temps réel quand il y a un problème. Il n'y a rien de plus frustrant pour l'utilisateur qui a rempli tout son formulaire, qui clique sur suivant, envoyer, etc. et qu'on lui dit ah non, attention, là, ça ne fonctionne pas. Il doit chercher où est le problème et là, frustration, abandon. C'est important de pouvoir proposer des validations directes à chaque étape. Tous les éléments de réassurance. Finalement, la réassurance, c'est quelque chose qui est très, très important et de plus en plus et qui peut se faire de plein de moyens différents. On va retrouver tout ce qui est badge, emoji, tout ce qui est moyen enfin voilà, toutes les, comment on appelle ça, les autorités, marques d'autorité. On va les placer à des bons endroits, donc proche du CTA, proche de là où on attend l'action. Et c'est les éléments, les CTA, c'est là où on veut que l'utilisateur passe à l'action. Donc, du coup, c'est vraiment là où, tout autour, on a besoin de l'aider et de dissiper tous ses doutes. On est vraiment là-dessus. Sur les pages de sécurité,
Ça paraît encore évident, mais il y a toujours énormément de sites qui oublient que finalement, il faut rassurer les utilisateurs par rapport à ça. Il y a encore beaucoup de fraudes, voire de plus en plus toujours. Donc, c'est très, très important d'apposer les logos classiques de CB, Visa, Masterclass, Mastercard, etc. C'est des logos simples qu'on a l'habitude de voir, mais quand on ne les voit pas, ça peut soulever un doute. Et encore une fois, j'en ai parlé, les icônes de confiance sous le CTA, ça peut être aussi des icônes sur euh, finalement ce qu'on propose, 30 jours de satisfait ou remboursé. Ça va être sur les livraisons, livraison une journée, livraison offerte, etc. L'affichage des remises. Ici, on arrive dans le cœur un peu du cerveau des visiteurs, puisque on touche au prix. Un prix, vous savez, c'est très subjectif. On va vous dire 99 € pour ça, waouh, c'est cher. Pour un autre, ça va pas être cher. En fait, ça va dépendre de comment vous le présentez, à côté de quoi vous le présentez. On est toujours par rapport à ça. Le cerveau, il aime bien comparer, il aime bien rendre par rapport à ça. Fichez le prix de départ en plus grand que le prix qui est remisé in fine. En fait, quand vous allez augmenter la taille, les 30 €, 100 € par exemple, en 30 pixels, eh ben, ils vont avoir plus d'impact que le 75 € en 25 pixels. Parce qu'on va se dire, waouh, le produit il coûte 100 €. Bon, oh, là, je l'ai à 75 €. Grosse affaire. Ok, c'est un ancrage psychologique du prix. C'est pour ça qu'on met le prix de référence avant le prix final. Ça permet, c'est le point d'ancrage. L'utilisateur, il va comprendre que ce produit il vaut 100 € en fait, normalement. Ah là, grosse opportunité, il vaut beaucoup moins. OK. Mais dans sa tête, il vaut 100 €. Si vous faites l'inverse, OK, là, il est à 75 €, c'est bien, mais peut-être que pour lui, c'est déjà un peu cher. Il va se dire, mais il était à plus. Ah non. Voilà, on est vraiment sur ces éléments. Pas hésiter à utiliser les prix barrés, les packs, tout ce qui va être bundle, offre multiples, etc. On va chercher, là, encore une fois, à travailler l'émotion et à travailler, encore une fois, la psychologie. Au niveau des remises, l'affichage, il faut choisir si vous affichez le montant ou le pourcentage. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Il faut choisir le plus grand nombre à chaque fois. Là, on voit l'exemple, 25% de remise, c'est beaucoup mieux que 5 € de remise. Inversement, le 100 € de remise va être beaucoup plus fort que 10% de remise. C'est logique, mais c'est des petits éléments qu'il faut vraiment regarder à chaque fois. Enfin, les avis clients, ce qu'on peut appeler la preuve sociale, c'est des éléments qui restent toujours très importants. Donc, on a vu les points sur les badges de réassurance, etc. Mais là, on est vraiment sur ce que disent les pairs, ce que disent les autres personnes. Et on a clairement un tiers des utilisateurs qui vont avoir besoin d'avoir un avis d'autres personnes. Et donc, dans un tiers des cas, 31% des cas à peu près, les avis clients vont avoir une forte influence sur la décision d'acheter ou pas ce produit. La probabilité d'achat avec un produit de 5 avis est supérieure de 270% à celle d'un produit qui n'a aucun avis. Donc, il faut les afficher, vos avis. Il y a certains secteurs dans lesquels ça ne se fait pas forcément, tel que le secteur du luxe, où on n'est pas sur ces problématiques-là. Mais sinon, pour la grande majorité des secteurs, on va avoir besoin, et c'est toujours intéressant, d'afficher les avis. Évidemment, de mettre les premiers avis en premier, ça paraît assez évident. Il ne faut pas masquer les avis négatifs. C'est quelque chose qui est quand même aussi rassurant quand, si on a 2000 avis que 5 étoiles, on peut se dire: «Ah, est-ce que c'est vrai?» Ça paraît un peu fake, et tout ça. C'est intéressant de garder quand même et d'y répondre par contre, mais ne les masquez pas, ça c'est vraiment dommage. On peut ajouter des badges tels que client vérifié, achat vérifié, etc. On peut montrer le nombre, donc on met l'avis en étoile avec le nombre derrière. Et il faut les positionner, si possible, dans la zone très chaude. Donc ici, on a l'exemple sur Bultex où ils ont positionné sur la PLP directement les avis dans les cartes de produits. Et enfin, on va avoir un questionnaire post-achat. Là, vous allez me dire, OK, CRO, mais on est après l'achat. Oui, mais votre démarche de CRO, elle va être vraiment de manière globale. Donc, les analytics, vous allez regarder GA4, ça va vous montrer finalement
ce qui se passe un petit peu, mais vous n'avez pas ce retour qualitatif que vous pourriez avoir de vos clients. On vous conseille de mettre vraiment 3 questions post-achat qui vont être: «Pourquoi vous avez acheté aujourd'hui?» Et là, vous allez être très étonné des retours qu'ils vont vous faire et vous allez pouvoir déterminer, des axes marketing assez clairs finalement qui, vont, sortir sous forme un peu de, comment on appelle ça? De pattern. Plus vous avez de réponses, évidemment, plus ça va être intéressant. D'où venez-vous? Alors cette question, elle est importante parce que ça va vous permettre de regarder la qualité de la conversion par, trafic. OK, Google Analytics peut donner ces éléments, mais les personnes peuvent revenir de différents points de contact et donc c'est intéressant de savoir eux-mêmes quel est le point de contact qui les a le plus marqués pour arriver jusqu'à vous. Et enfin, la question très importante, qu'est-ce qui a failli vous empêcher d'acheter sur notre site? Ici, vous allez voir directement les points de friction. S'ils répondent, en général, voilà, ça donne vraiment des indicateurs très, très importants et évidemment, vous allez récupérer toutes ces infos, les mettre dans votre backlog pour s'assurer, les reprioriser, revérifier tout ce qu'il faut, mais ça va être des points d'optimisation future à ne surtout pas négliger. En termes de taux de réponse, je vous ai mis des guidelines ici. Si vous avez entre 20 et 30 on est déjà bien par rapport à ça. Plus de 60, c'est exceptionnel. En dessous de 10, retravaillez votre questionnaire. Il y a peut-être quelque chose qui, voilà, qui ne fonctionne pas. Et pour les questionnaires des personnes qui n'ont pas acheté, vous pouvez, finalement, dans une exit pop-up, rajouter: «Pourquoi vous n'avez pas acheté? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui vous a bloqué?» N'hésitez pas à poser des questions là aussi. Toutes les réponses qui auront été données seront intéressantes à ce niveau-là. Évidemment, le taux de réponse va être beaucoup plus faible ici, mais chaque réponse va être importante. Alors maintenant, on a vu les 12 optimisations possibles et là, on n'est plus dans le même état qu'avant. Là, on est beaucoup plus zen. Ce qu'il est très important d'avoir en tête, c'est ne pas refaire votre site tant que vous n'avez pas vraiment optimisé ce que vous avez déjà. C'est important de travailler ce que vous avez. On va avancer petit à petit. Donc, rappelez-vous bien ces quelques points. 80% des sites, c'est un problème plutôt de conversion et pas forcément de trafic et d'acquisition. Les grands du web, ils font pas de refonte énorme. Et à chaque fois, c'est des refontes qui sont vraiment très réfléchies. Chaque point de conversion gagné, eh ben, c'est des revenus immédiatement, hein, dans votre poche. Le CRO, c'est un outil de gestion des risques et ça augmente votre marge. Quand c'est bien géré, quand c'est bien traité, c'est de l'argent directement dans votre poche. C'est une approche scientifique. On se base sur des données et on prend des décisions sur ces données. Il n'y a pas d'intuition dans le CRO. Ça peut être des actions très, très simples. Ça peut avoir des grands impacts et c'est pas forcément des actions qui vont nécessiter de toucher au cœur et au code de votre site. Ça va être, tout simplement, des actions. On va retrouver, par exemple, sur le prix, ça va être sur le titre du produit, sur du wording. On va avoir beaucoup d'éléments comme ça. Donc finalement, posez-vous toutes ces questions avant de vous dire: «Est-ce que vous voulez faire une refonte ou pas?» Et pour terminer, voilà, des petites tendances, qui arrivent sur 2026, mais qui sont déjà là depuis, très longtemps, enfin plusieurs années en tout cas. On va être vraiment sur l'hyper personnalisation. Donc là, c'est de la personnalisation de du contenu du site en lui-même, en fonction de plein de choses. En fonction, de la source du trafic, on va pouvoir, sélectionner en fonction de la publicité, en fonction, finalement du SEO ou de l'arrivée directe. Du comportement passé, quelles pages ont été vues, quelles, catégories ont été vues. Ça peut être avec des choses extérieures au site, donc par exemple la météo basée localement par rapport à l'utilisateur, le device évidemment. On va avoir de la recommandation de produits. Là encore,
plus on est proche des intentions du client et de ses goûts et de ce qu'il aime, etc., plus on va augmenter le panier moyen. Là, l'objectif, c'est de faire du cross-sell, que la personne, elle venait pour une chemise, ben, on va pouvoir lui proposer le pack de 3 chemises avec des motifs qui vont être proches de ce qu'elle aime bien. Et on va pas forcément lui montrer les chaussures parce que finalement, on voit qu'il a cliqué sur aucune chaussure. Donc, on va rester dans l'univers textile. Donc, on va lui proposer plutôt un pull. On va aller vraiment sur ces choses-là. Et on va retrouver aussi tout ce qui est test utilisateur. Donc là, c'est vraiment une nouvelle tendance. Pour le coup, c'est vraiment les IA qui vont simuler des tests d'utilisateurs dans les parcours et de voir ce qu'ils font, de voir les blocages, les frictions, tout ce qui va bloquer cet utilisateur spécifique. Et ça va nous permettre du coup d'avoir ben, une bien meilleure vision. Parce qu'on peut faire des tests utilisateurs, mais là, ça peut être en boucle, ça peut être beaucoup. Et avec toute la masse, on va avoir encore une fois beaucoup d'informations pour optimiser notre site. Et enfin, tout ce qui est l'analyse automatisée des sessions, des recordings et de tous les éléments. Donc là, beaucoup d'outils le proposent. Maintenant, il y a de l'IA dans presque tous les outils d'analyse comportementale, que ce soit Hotjar, que ce soit Clarity ou autre. Il y a des milliers d'enregistrements, il y a des milliers d'informations. Et en fait, le rapprochement des patterns de comment les utilisateurs interagissent sur telle action, bah, finalement, peuvent se faire beaucoup plus facilement avec l'IA et enlever des longues heures chronophages pour les personnes qui analysaient ça. Ça vous donne des pistes. Après, c'est à vous de les travailler et c'est à vous de bien comprendre comment les exploiter dans votre contexte à vous. Mais en tout cas, ça aide vraiment les personnes dans cette démarche CRO. Voilà pour cette présentation. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si vous avez des questions, des problématiques spécifiques, n'hésitez pas à me contacter et on regardera ensemble bah, finalement vos besoins, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider à vous, parce que sur chaque site, il y a des optimisations. Si votre site n'a pas d'optimisation, je vous paye une bouteille de champagne. Alors, contactez-moi. Bonne journée à tous, merci pour votre attention et à très vite.